Alors, voilà, vous êtes donc en direct du Club Ciné avec celui qui chantait la Varsovienne en russe, un certain Patrick Sommier qui a des acquaintances avec ce pays. À côté, vous reconnaîtrez peut-être Monica Guilouet-Gélis, donc adjointe à la culture, mais qui était directrice de scène nationale. Patrick Sommier, donc ancien directeur de la MC 93, metteur en scène de théâtre. L'homme démasqué désormais, c'est un certain Jérôme Quaretti. Et pour cause, nous sommes à Canet, au Club Ciné de Canet, oui. Oh tiens, j'ai cru voir un Jordi Vidal, comme dirait Titi. Voilà, oui, il nous chante très bien Las Barricadas, oui, c'est son truc à lui, ils aiment les chants révolutionnaires. Et vous connaissez peu le camarade Quaretti, quand il est lancé sur les chants révolutionnaires, il est pas mal. Mais, serait-ce François Viette? Mais oui, Nicolas Cotteville. Qui est actuellement pas tout à fait directeur du Club Ciné, mais un peu. Tout à fait. Et donc distributeur au film des Deux Rives. Au film des Deux Rives, mais pas tout à fait aussi. Mais pas tout à fait aussi. Et oui, son surnom de guerre, c'est pas tout à fait. Jérôme Quaretti, on attend Madame Van Shore. Oui, Cathy qui est excusée, l'adjointe à la culture de Canet, qui a répondu à ta sympathique invitation. Voilà. Donc... Tu rappelles le sujet peut-être de la chat? Oui, alors on s'est réunis pour avoir un prétexte à marquer sur nos excuses pour la police. On va parler de culture. Alors c'était une proposition assez ancienne qui date du premier confinement du camarade Quaretti, qui est de dire tiens, ça serait bien qu'on fasse des émissions dans le hall, il y a l'espace qu'il faut, il y a la justification. Entre-temps, on a été confinés, donc une émission qui devait avoir lieu en novembre avec les mêmes personnages que vous avez ici a été reportée. Et puis, entre-temps, Monsieur Castex, le maire de Prades, a décidé, c'est quand même curieux qu'un maire d'une si petite commune puisse décider pour toute la France, a décidé que les cinémas et théâtres ne rouvriraient pas au public. Donc comme on n'est pas le grand public, on a décidé que c'était possible et qu'on ferait bien ce qu'on voudrait puisque c'est un lieu privé et que étant moins de 6, on peut le faire et à distance réglementaire. Donc Patrice, oui. De Port-Vendre. De Port-Vendre, j'ai dit. Non. Non, j'ai rien dit. Adjointe à la culture de la mairie de Port-Vendre. D'accord, c'est bien. Alors, il y a plein de questions. C'est, on va parler de culture en général, en particulier, de production culturelle, de monstration culturelle en local, puisqu'on est ici et qu'on n'est pas à Paris. Et la question qui se pose, c'est est-ce que on est obligé de se comporter comme des provinciaux pour faire de la monstration culturelle? Mais bien avant, c'est quoi la culture? Alors on va faire un tour de table carré. Jordi Vidal, c'est quoi la culture? C'est une question directe ou c'est une formulation collective? Donc, tu veux savoir ce que c'est que la culture pour moi? Ouais, théoricien critique, c'est pour ça que tu reformules pour montrer que... disons que le problème, c'est que tu as évoqué qu'il pourrait y avoir un décalage entre ce qui serait le centre et la périphérie. Donc, le centre, ça serait Paris, et la périphérie, ça serait ce qu'on disait avant, la province. Ouais. Je pense que ça, c'est déjà un premier critère qui, à mon avis, est totalement fou et faux. Ouais. Et d'autre part, la question plutôt qui se pose aujourd'hui, c'est... on pourrait travailler là-dessus et réfléchir là-dessus. Quel est l'état actuellement du statut de la culture? C'est plutôt ça le vrai sujet. C'est-à-dire, c'est pas tant ce qu'est la culture, c'est à quel type de portion congrue elle a été rendue et pourquoi elle a été rendue à ce type de portion congrue et pourquoi on pourrait réinventer un modèle de culture en sachant que le mot culture aussi est devenu une espèce de fourre-tout idéologique. Comme il était dit hors enregistrement, le mot théâtre, par exemple, a disparu au profit de termes qui sont absolument absurdes. Donc, pour l'instant, je ne réponds pas. Je dirais que c'est plutôt l'état de cette culture qui m'inquiète davantage que le fait de savoir ce qu'est la culture. Alors, le camarade recevant, exploitant de cinéma,
J'ai pas dit exploiteur, j'ai dit exploitant. Aussi exploiteur. Une définition? Alors, je vais définir au sens strict de ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'ensemble des arts. Voilà. Ouais. Et ici, mon rêve, en construisant ce cinéma avec Frédéric Perrault, c'était de faire de ce hall, à notre échelle, un espace laïque des cultures. Chaque mot a son sens. Et ce hall est modulable pour pouvoir recevoir des expositions. On l'a déjà fait l'année dernière. S'il n'y avait pas eu le confinement, il y aurait derrière nous une estrade qui permettrait de faire des mini-conférences, en plus de celles qu'on peut faire dans les salles, et des performances. Donc on voit bien que ça recoupe tout, ou des mini-concerts. Donc là, déjà, j'ai évoqué un certain nombre d'arts, et c'est ce qu'on veut promouvoir. Après, pour aller dans le sens de Jordi, et pour aller dans le sens aussi de ce que tu as sous-entendu dans ta question, il y a un problème d'élitisme lié à la culture, et le problème qu'on retrouve aussi partout en France, qui à Paris, et comme le disait jadis Jean-François Gravier, le désert français. Ça peut s'adapter aussi à la culture. Et si on est en province, et plus on est loin dans les petites villes, plus on est un peu considéré comme des pecnos ou des sous-cultureux. Et l'idée, c'était que dans ce lieu, on puisse faire avec toi d'une manière d'une manière critique et aussi d'une manière parfois un petit peu drôle. Pourquoi pas décaler en tout cas une vraie émission sur la culture qui ne parle pas que de thèmes locaux, qui les évoque bien sûr, mais qui parle des enjeux généraux de la culture. Pour résumer en un mot, moi mon rêve c'est de faire ici, et je pense avoir trouvé le bon présentateur avec toi, un droit de réponse pour ceux qui ont connu l'émission culturelle dans les Pyrénées-Orientales, et que chacun donne son point de vue, qu'il y ait de la polémique, mais au sens premier du terme, pas pour s'engueuler, avec respect, mais que chacun mette en avant ses points de vue. C'est un lieu de débat culturel, un lieu de débat culturel aussi. Voilà un lapsus intéressant que je comptais mettre en avant ici, et j'espère que cette première émission pourra l'illustrer. Monica Galloué-Gélis, qu'avez-vous à dire sur le sujet? Très généralement, la culture, c'est ce qui donne sa dimension complète à l'être humain. C'est ce qui fait qu'on n'est pas seulement des consommateurs de biens matériels, qu'on a un esprit, c'est la différence. Ensuite, la culture, c'est ce qui nous permet aussi, à l'échelle d'un territoire, d'essayer de trouver une certaine dynamique. C'est l'élément vital d'une société dynamique, la culture. Voilà. Ensuite, sur la question Paris-Région ou Paris-Province, moi je pense que quand même la décentralisation théâtrale et la décentralisation culturelle, elle a bientôt 50 ans, et qu'elle a permis à ce que pas mal de territoires au plan national soient quand même irrigués. Et je crois que dans les régions, on peut aussi trouver une offre, une proposition culturelle digne de ce nom. Après, est-ce qu'on a partout les moyens d'organiser la rencontre avec le public? Est-ce que les moyens sont les mêmes partout? Probablement pas. Et en tout cas, maintenant, à mon niveau, en tant qu'élu en charge de la culture au sein d'une petite commune des Pyrénées-Orientales, ça sera ça et après une carrière de directrice de scène nationale, ça sera ce à quoi je vais m'attacher, ça sera au cœur de mon objectif de faire que l'offre en matière culturelle soit aussi dynamique et aussi ambitieuse, disons, que ce qu'on peut trouver. Donc, essayer de refaire à Port-Vendre ce que tu as fait à Mulhouse. J'ai pas les mêmes moyens. Ah bon, on vient de me dire dans l'oreillette. Alors, Patrick, la culture, Vassisdas, Caqueta. Moi, je ne vois pas du tout la culture comme un problème entre le centralisme à Paris et la province. Je l'ai toujours vu toute ma vie à l'échelle de l'Europe. La culture, c'est un ensemble, c'est une invitation à un ensemble historique et géographique. Et par exemple, en Europe, on partage des choses qui n'existent pas dans le reste du monde. On en a parlé récemment. En Europe, par exemple, les rues ont des noms
de personnages historiques, d'artistes, de créateurs, d'hommes politiques, de généraux, de lieux de tragédie ou de comédie, etc. On vit avec notre histoire en se promenant dans la ville. Ça, c'est la première des choses qui est très importante. Contrairement, par exemple, aux États-Unis, où un homme comme Henry Ford, celui des automobiles, disait l'histoire, c'est de la blague. Où les rues s'appellent 5e avenue, 34e rue ou, à la limite, Sunset Boulevard, boulevard du crépuscule. La deuxième chose, par exemple, c'est qu'en Europe, on partage tous, exclusivement en Europe, la tradition des cafés où on se réunit, où on joue aux échecs, où on fomente des révolutions, comme à Zurich ou à Genève avec Trotsky et Lénine, où Kierkegaard passe chaque jour, fait le tour de Copenhague devant le même café, où il y a à Vienne des cafés où si on veut voir Freud, on sait lequel c'est, si on veut voir Musil, on sait lequel c'est, etc., etc. Les cafés de Lisbonne et de Pessoa, etc. Donc les cafés, le nom des rues, un continent aussi qui a été jusqu'à la fin du 19e siècle et encore un peu plus après, qu'on pouvait traverser à pied. Hölderlin faisait l'aller-retour entre Bordeaux et son pays de Saxe natal. C'est une troisième chose, parce qu'il n'y a pas de glacier, il n'y a pas d'espace infranchissable. Il y a encore une quatrième chose qui est importante en parlant de l'Europe, c'est que, comme partout ailleurs, les hommes sont d'un cynisme, d'un sadisme et d'une cruauté exactement égale à tous les autres continents du monde, mais en Europe, on a inventé trois choses absolument inutiles et qui en font sa grandeur, c'est la mathématique, la pensée discursive et la musique, la grande musique, qu'on a développée de manière absolue. Bien sûr, il y a dans tous les continents, en Chine, en Inde, il y a eu des mathématiciens en Inde et dans l'islam, enfin dans les pays arabes plutôt, excusez-moi, mais c'est en Europe que s'est concentré ces trois choses totalement inutiles que sont la pensée discursive, la musique et la mathématique. Alors déjà, il y a cet ensemble-là qui compte beaucoup pour moi, un continent où on n'a pas tous la même langue, mais on a tous une histoire commune. Alors, il nous manquait une seule Cathy vous manque et tout est dépeuplé. Cathy Van Shore, donc adjointe à la culture de Canet, la ville qui nous reçoit, est présente. Alors, c'est quoi la culture, Cathy Van Shore? C'est un peu brutal, vous n'avez pas eu votre café comme ça, et ben, une tarte dans la tronche, comme dans l'aveu. Alors déjà, je voudrais vous dire bonjour à tous, à toutes et à tous, et puis surtout ravi de revenir à Clapcinet, parce que ça nous manque. Alors la culture, moi je vais être un peu terre à terre, hein. La culture, pas seulement à Canet, mais la culture c'est l'échange, c'est le partage, c'est une appropriation personnelle, et c'est également, je veux dire, différents échanges que l'on peut avoir avec ses proches et avec les gens qui nous aiment pas forcément, mais c'est véritablement un partage. Voilà, la culture, ça se résume pour moi c'est assez restrictif peut-être, mais c'est surtout ce dont on a besoin à l'heure actuelle, parce qu'un échange virtuel qu'on est obligé de subir aujourd'hui n'est pas véritablement la culture qu'on voudrait avoir et qu'on voudrait partager comme on a l'habitude de faire. Voilà. Alors, les outils culturels sont fermés, donc ils devaient rouvrir mardi prochain, le 15, au prétexte, parce que c'est ductile, la fermeture ou l'ouverture d'endroits au prétexte de la contamination pas. Est-ce qu'on reconnaît la culture aux gens qui veulent nous la faire fermer? On va commencer... tiens, c'est tant pis pour ta gueule, Jordi. À chaque fois. Hein, c'est comme ça tout le
temps va être comme ça. Ben, obligé, oui. Non, à mon avis, Tu peux, faudrait, hein, tu parce peux, que sinon ça va être un peu... tu peux, oui, mais il faut lancer Révoltez-vous. la machine. Il avait évoqué déjà l'aspect mathématique de la mathématique. On va essayer de pervertir la mathématique. On va pas Il y a rentrer. quelqu'un qui a quitté sa place qui me faisait de l'ombre. Ah, Ouais. Ah, continue à faire de l'ombre aux intervenants. Oui, fais de l'ombre. Cathy, tu me dis aussi, parce que là, c'est pénible. Ouais, mais moi, je vais mettre. Ça fait la star. Alors, notre ami alors, a évoqué tout à l'heure Ça quelque va comme chose ça d'essentiel. C'est la prépondérance des cafés européens. Donc ça, c'est à mon avis un élément central. Dans le contexte actuel, alors bien sûr, les cinémas sont fermés, les théâtres sont fermés, etc., etc. Mais peut-être ce qu'il y a de plus notable, et je ne parle pas des restaurants, je parle très spécifiquement des cafés. Toutes les révolutions intellectuelles, artistiques, culturelles se sont faites en Europe dans des cafés. Et ça, c'est le point décisif. Je dirais à titre personnel, ce qui me manque de façon radicale, bien sûr le cinéma manque, bien sûr le théâtre me manque, mais le fait de ne plus pouvoir aller dans un café, de ne plus pouvoir discuter avec mes amis, etc., discuter de la réinvention du monde, du réenchantement du monde, ça c'est quelque chose de déterminant. Alors, on peut s'interroger, mais on va ressortir des tartes à la crème, on va ressortir ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire nous avons un système économique qui est un hypercapitalisme qui va favoriser l'échange marchand et l'accumulation des marchandises, et pas du tout cette chose totalement abstraite, et qui pourtant est aussi une économie, qu'est la culture. On va nous dire non, mais en même temps, on sera obligé de constater que oui. Donc, je pense qu'il est important déjà de considérer comment naît un processus culturel. Un processus culturel, c'est toujours un processus qui est en transgression avec la période dans laquelle se développe ce projet, se développe ce nouveau moment de pensée, etc. Il est toujours en rupture, joyeuse ou pas joyeuse, avec l'éternité, avec quelque chose de figé, etc. Le mouvement de la culture, c'est ce qui... Je reprendrai une métaphore qui est assez célèbre. C'est l'art, c'est ce qui rend la vie supérieure à l'art. Hein, ce mécanisme-là, c'est-à-dire la culture, c'est ce qui rend la vie supérieure à la culture. Et bien sûr, c'est parce qu'il y a cette concomitance, parce qu'il y a ce rapport dialectique entre les deux. Donc, je pense qu'il est intéressant aussi de s'interroger aujourd'hui sur, c'est ce que je disais au tout début, mais je ne veux pas monopoliser la parole, c'est la portion congrue qui reste à la culture. On voit bien qu'une crise comme celle qu'on traverse va modifier radicalement l'univers du cinéma. On voit bien que des lobbies, des transnationales, les GAFA, etc., ont tout intérêt à ce que le cinéma, comme le disait Godard, soit supprimé, disparaisse. Il y a un processus enclenché. Et qu'est-ce que c'est que le cinéma? Qu'est-ce que c'est que le café? Qu'est-ce que c'est que le théâtre? Et là, je reviens. C'est l'endroit où on se retrouve tous. C'est l'endroit où, en complicité collective, on aime, on n'aime pas, on ressent et quelque chose se passe. Un ange passe. La séparation qu'on est en train de vouloir imposer chez les citoyens de la planète, c'est-à-dire l'atomisation de la vie quotidienne, je pense que c'est ça le vrai sujet sur lequel il faut débattre et que le problème culturel, il est entièrement contenu par ça. Monica. Non, le problème, c'est est-ce que les décideurs, là, parce qu'on parlait de ceux qui ferment les théâtres, est-ce qu'ils sont conscients de ça? Je veux dire, est-ce qu'ils sont... aujourd'hui, on a des théâtres, des cinémas, les musées fermés, les cafés, les restaurants, mais on a les centres commerciaux, les églises, les lieux de culte, les moyens de transport ouverts, proximité dans le train, dans le métro, masqué certes, mais proximité. Donc c'est vrai que ça interroge quand même. Il y a, j'écoutais là, il y a quand même une fronde des artistes en France là, qui vont déposer je sais pas si un recours. Oui, Charles Berling qui dépose un recours. Sur BFM. C'est Charles Berling Ouais. et le directeur du théâtre de Paris-Villette aussi qui porte ça parce que c'est des noms, mais il y a quand même tous les artistes sont quand même Ils sont derrière, oui. Oui, bien sûr. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est vrai que quand on le regarde comme ça, on se dit mais comment c'est possible d'imaginer une société où on a le droit d'aller dans un centre commercial, faire du shopping, côtoyer, même si on met... Et on n'a pas le droit d'aller s'asseoir dans une salle où on est assis, où on est masqué, où on respecte les gestes, etc. etc. Il y a quand même quelque chose de très, très troublant. Et j'arrive pas à me dire que... j'arrive pas à imaginer que quelqu'un ait pensé ça.
C'est pas Big Brother qui a pensé ça. Je ne peux pas l'imaginer. Mais on a construit ensemble une société qui donne ça, quoi, une société capitaliste qui donne ça. Mais c'est quand même une idéologie qui l'a produit. Même si on n'est pas dans une stratégie complotiste, c'est quand même un système de pensée dominant qui fait qu'effectivement le travail, la force de travail, la production marchande est supérieure à la production culturelle. C'est tout. C'est-à-dire c'est quand même un projet idéologique. On n'est pas dans le complotisme. Là, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas un type qui tire les ficelles, mais il y a un système lui-même. Les GAFA, c'est quelque chose de construit, c'est pas quelque chose d'abstrait. Hein. Lorsque Netflix, etc., sont enchantés d'avoir les films produits qui vont passer d'abord sur leur plateforme, et ça conditionne peut-être la mort du cinéma dans les décennies qui viennent, je pense que ça, c'est un projet cohérent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut actuellement? C'est que les individus restent chez eux et ne se rencontrent pas, ne discutent pas, ne dialoguent pas. Et donc là, on n'est pas dans la paranoïa, on est dans une réalité structurelle. Donc il y a un projet de société qui contient ça. On l'a en Chine, on l'a en Inde, on l'a en Europe et on l'a aux États-Unis. C'est le même mécanisme. Patrick. Je vais revenir sur deux choses, ce que disait Monica à propos du supermarché. On considère en France beaucoup, depuis maintenant 3 ou 4 décennies, la culture comme quelque chose, comme une chose à consommer. On consomme de la culture comme on consomme des petits gâteaux ou des choses comme ça. Et c'est vrai, on est passé d'un système ambitieux qui a été créé par De Gaulle et Malraux, enfin, qui avait déjà une dizaine d'années où ça avançait, à quelque chose qui est devenu complètement sous la bannière, sous le poids de l'unique économie. Ce qui est important dans la culture, c'est le coût. Et il y a effectivement, on ne fait pas le poids devant les multinationales de l'industrie culturelle, on ne fait pas le poids dans nos maisons qui sont fragiles, qui ont depuis pratiquement Malraux, auxquels on enlève petit à petit des moyens, avec une montée des coûts, on se retrouve complètement aplati. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve complètement aplati et qu'on a une seule sommation, vous devez avoir une salle pleine, on fait des compromissions, et au lieu de faire des choses magnifiques, mais qui coûtent cher, on fait des choses moins bien, mais qui remplissent. Et voilà, c'est un cercle vicieux économique. L'autre chose que je voulais dire, à part le supermarché, c'est la solitude. Il y a on est face à la culture, on est seul quand on lit un livre, quand on est plongé dans un bouquin, quand on écoute n'importe quelle musique, toutes les musiques me vont. Et puis, on est ensemble, et je dis souvent, on est intelligent ensemble quand on est, par exemple, au théâtre, et qu'on réagit tous de manière différente à quelque chose qui est, mais qui doit être de très grande qualité sur la scène. Et c'est une des dernières assemblées intelligentes qu'il y a dans nos sociétés d'Europe. La solitude, elle a été amenée par plusieurs choses. Il y a eu plusieurs vagues. Il y a eu un enthousiasme populaire. C'est exceptionnel parce que même en Allemagne, par exemple, il ne faut pas croire qu'à l'époque de Lessing ou à l'époque romantique ou après, les prolétaires, comme on dit, allaient au théâtre. C'est pas vrai. Ils allaient au Prater, ils allaient à la foire, mais ils n'allaient pas au théâtre. C'est pas vrai. En France, il y a eu, après 1945 et jusqu'au début des années 60, un vrai public populaire. C'était absolument incroyable et il y avait des troupes aussi. Et ça, on y reviendra parce que c'est un des grands problèmes qu'il y a en France. Il y avait des troupes à Aix-en-Provence, il y avait des troupes à Toulouse, le fameux grenier de Toulouse de Daniel Sorano. Il y avait une troupe à Caen avec Jautréard, à Lille avec Cyril Robichet, et à Colmar, il y avait une troupe célèbre avec René Clavé. Et puis évidemment la Comédie de Saint-Étienne avec Jean d'Asté. J'ai vu personnellement, ce public
enthousiasmés par ce qui était à l'époque des théâtres de tréteaux dans la rue. Enthousiasmés. Qu'est-ce qui a coupé cet élan? L'arrivée de la télévision. La télévision a fait rentrer tout le monde à l'intérieur et dans la solitude ou en famille. Et la deuxième chose, évidemment, qui a été extrêmement importante, mais qui est beaucoup plus récente, c'est Internet. Internet, ça a été un certificat de solitude. Voilà, appuyez, signez là, voilà, vous êtes hypnotisé par un écran. Entre les deux, et peut-être c'est la chose la plus importante, il y a eu le phénomène du consumérisme. Consommer à tout prix. Qu'est-ce qui est important dans ma vie? C'est ce qu'il y a dans mon caddie. C'est « Ah, qu'est-ce que je suis bien quand je suis déprimé, je vais au supermarché et je me sens nettement mieux. » Bon, ces trois choses, l'arrivée de la télé, de la consommation de masse, d'Internet, ont réduit les relations entre les êtres humains à une grande solitude, et il est important de redonner de la convivialité, du collectif et être ensemble. Et je pense que ça, c'est très important, en dehors de la lecture. Alors, oui. Parce que pour moi, il y a un paradoxe. Patrick parle de 1945, de ces années-là. Oui. Il a cité tous les grands metteurs en scène de la décentralisation, dans les centres dramatiques, ce qui sont devenus maintenant les centres dramatiques nationaux. Mais c'est parce que derrière, il y avait une volonté politique au niveau fondation du ministère de la Culture, ça date de cette époque. 59. Avant Malraux, c'était Jeanne Laurent. Et on sortait de la guerre, et il y avait une volonté d'irriguer le territoire avec des auteurs littéraires français, parce qu'on sortait de la guerre contre l'Allemagne. Pas que. Enfin, en tout cas, à la frontière, je parle de Colmar, qui a été, je crois, le premier centre dramatique. Il y avait une vraie volonté de je ne sais pas comment dire, franciser. Enfin, vous savez, l'Alsace et la Lorraine étaient... Ça, c'était à cause de l'Alsace. C'est ça, oui. C'était la volonté, c'était néocolonialiste. Des auteurs français pour dégermaniser, je ne sais pas. Et donc, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait pour qu'on parle français et pas alsacien. Il y avait une volonté politique, et elle est passée où, cette volonté politique? On peut s'interroger, voir à cette époque-là et où on en est aujourd'hui. Après, il y avait aussi des choses qui étaient intéressantes. Je n'ai jamais eu beaucoup de sympathie pour les staliniens, mais il n'en demeure pas moins que le Parti communiste français, dans les années d'après-guerre, on a une force indiscutable au sens d'un public populaire. C'est-à-dire, ils ne sont pas venus que comme ça au théâtre, ils sont venus aussi parce qu'il y a eu des structures à l'intérieur des entreprises, les comités d'entreprise, etc., sur lesquels on achetait des dizaines et des centaines de places qu'on distribuait, etc. Donc il y a eu toute une pratique. Je veux dire, on ne peut pas le nier. Donc il y a eu effectivement, après-guerre, ce mécanisme-là, ce mouvement-là, qui est notable. Et on va le retrouver, pas simplement au théâtre. Vous avez parlé du théâtre, c'est notre domaine. On va le retrouver avec les ciné-clubs. Le mouvement des ciné-clubs d'après-guerre, c'est exactement le même. C'est-à-dire la Fédération des œuvres laïques aussi, c'est la même période, etc. Donc il y a une sensibilisation populaire. Le point qui était relevé là sur la télévision, bien sûr, la télévision vient détruire quelque chose, c'est-à-dire on ramène les individus chez eux, mais ça va aussi avec une dépolitisation de l'acte culturel lui-même. C'est-à-dire que l'acte culturel, c'était aussi ce qui permettait, on parle des hommes politiques ou des femmes politiques, ce qui était intéressant, c'est d'avoir, depuis les Lumières, on va dire que le modèle, c'est que la connaissance et la culture favorisent le jugement critique et permettent à un citoyen d'exister. Je pense que les hommes politiques aujourd'hui, ou les femmes politiques aujourd'hui, parce que je ne voudrais pas faire de discrimination là, elles ont le même projet, c'est-à-dire qu'un public inculte et un peuple inculte est beaucoup plus facile à dominer. Et on a des modalités actuellement de type néo-féodal, c'est-à-dire des formes de féodalisme qui se mettent en place et qui, à mon avis, sont particulièrement pernicieuses. Qu'à l'intérieur d'une ville, que ce soit par exemple les villes des Pyrénées-Orientales, il y ait des équipes qui échappent à ce mécanisme-là, oui, parce qu'effectivement, on a des unités organiques qui sont de terrain, qui ne sont pas de même nature que des unités organiques générales qui programment des systèmes, qui sont des systèmes beaucoup plus vastes.
Je pense qu'il y a une tendance lourde que l'on retrouve, la défaillance du milieu scolaire, l'effondrement des cursus scolaires, la liquidation de ce qu'était l'enseignement, etc., etc. C'est concomitant avec ce qui arrive au théâtre, c'est concomitant avec ce qui arrive au cinéma, et je pense que c'est ce mécanisme-là qui est à l'œuvre, c'est-à-dire hommes et femmes politiques souhaiter un peuple éduqué, parce qu'un peuple éduqué est un peuple libre. Je ne pense pas que ce soit la priorité. De la même façon, je pense que leur priorité, c'est que les gens continuent à consommer, mais pas nécessairement à se libérer. Alors, Jérôme? Oui, je voudrais revenir sur le thème de ce débat. C'est la culture peut-elle résister au chaos en marche? On évoque la situation actuelle. Moi, je pense qu'on vit actuellement une situation au niveau du gouvernement qui est quand même paradoxale. On nous annonce des jours heureux. On nous annonce. Alors c'est bien de préciser ce que sont les jours heureux, parce que le programme du Conseil national de la résistance, voilà. Et Macron, dans son premier discours, avait souhaité que advienne après cette crise des jours heureux. Cette crise n'est pas terminée. Et pas Happy Days, le feuilleton américain. Il y a eu quand même un choix politique important dans ce budget unique là, lié à la crise du Covid, c'est que la culture n'a pas été oubliée en termes financiers. Enfin, on a doublé le budget de la culture. Et pourtant, on ne réouvre pas les cinémas, on ne réouvre pas aux 15 les lieux culturels, etc. Il y a un discours paradoxal. Et je crois que cette ambiguïté, elle est voulue, ou elle est liée, ou les deux sont mélangés à une maladresse, je ne sais pas, au plus haut niveau. Mais en tout cas, ça a des effets néfastes, terribles sur l'ensemble du territoire. Et on le retrouve jusque dans les Pyrénées-Orientales, puisqu'on est à Canet, du côté de Perpignan. Il y a des effets terribles au fait que d'un côté, on veut augmenter on augmente le budget de la culture, on dit qu'on soutient la culture, et puis en même temps, on passe après tous les actes de consommation, que ceux-ci soient vitaux pour l'achat de nourriture, ou qu'ils soient secondaires, comme aller dans un magasin de bricolage ou aller dans un magasin de vêtements. Pourtant, il faut bricoler, il faut aussi se vêtir. Ça, je ne le remets pas en cause. Mais à partir du moment où on accepte ça, alors il est, pour moi, inconcevable qu'on ne puisse pas autoriser à nouveau la réouverture de tous les établissements culturels, quels qu'ils soient. Alors, aussi, on augmente le budget de la culture pour peu qu'elle ferme sa gueule. C'est ça le deal. On a augmenté, c'est Madame Bachelot qui dit, je rajoute 35 millions, je crois, mais à condition que vous continuiez à la fermer. Alors, est-ce que là, on a deux représentantes du local, de l'ICI. Est-ce que le local et l'ICI ne peut pas contre-attaquer en investissant sur la culture sous forme de hamac? Alors, qu'est-ce qu'un hamac? Non, c'est pas le truc suspendu, je te vois rire. C'est un truc que j'ai inventé, c'est quand un hamac. Vous avez, au lieu d'avoir un panier de légumes, vous avez un panier préacheté de production culturelle, que ce soit des disques, que ce soit des livres, pour peu qu'ils soient d'ici, puisqu'il faut soutenir l'ici. Est-ce que les mairies, et autres collectivités territoriales, mais les mairies ont encore la haute main sur la culture, peuvent investir dans des hamacs, donc des paniers culturels d'ici, de production locale? C'est toujours pareil. Bon, dans cette proposition qui est faite là, dire l'utilisation et la consommation de la culture, elle est personnelle. Ce qu'on cherche, justement, je reviens toujours à la même chose, moi, c'est que cette culture, elle soit partagée. Et bon, acheter un disque, acheter un livre, c'est vraiment, c'est obtenir quelque chose et le consommer chez soi, entre guillemets, en intrinsèque. J'ai dit un disque, mais voilà. Ça peut être un... Oui, mais bon, par exemple, nous, à la mairie de Canet, à l'heure actuelle, on fait un drive. Voilà, on s'adapte. On fait en sorte qu'à la médiathèque de la ville de Canet, notre public habituel, consommateur de livres et de CD,
puisse obtenir ce dont il a envie en s'inscrivant sur le site, en échangeant et en se faisant livrer les œuvres dont il a besoin. Alors, effectivement, on fait aussi de la visite virtuelle sur nos expositions, mais c'est toujours pareil, ce n'est que du virtuel, ça. Et ça, effectivement, ça peut être un palliatif pour un certain moment, mais ça ne pourra pas durer longtemps. D'ici 6 mois, le vaccin aura œuvré. Oui, absolument, mais je veux dire, il y aura quand même, je pense qu'on aura quand même des gens qui auront des déficiences, qui auront un manque grave, un grave manque culturel, un grave manque d'échanges, quoi. Il y a eu 1000 places d'achetées quand même par la mairie de Oui, Canet oui, pour préparer pour les l'avenir et enfants. pour donner Voilà. aux enfants, Oui. pour redonner envie de venir au cinéma. Oui, ça Ça, c'est c'est intéressant que... De toute façon, on cherche des solutions, c'est certain. Et on fait en sorte de ne pas laisser le public, notre public jeune ou moins jeune, sur le bord de la route. On l'accompagne, on est là aussi pour ça. C'est dans l'intérêt général, dans l'intérêt public d'une ville, d'accompagner sa population. Alors, Monica. Sur la map, hein, Ouais, sur la map. C'est-à-dire le panier. Oui, pour non, moi, la c'est- map pour les légumes, hamac Ouais, pour la culture. la MAC. Pas le panier Donc, percé, non sur la map. Non, effectivement, les établissements culturels qui ont le droit, qui sont autorisés à ouvrir, comme les médiathèques en ce moment, continuent de fonctionner. Et tout le reste, c'est sur réservation. C'est-à-dire que c'est organisé, il faut l'organiser. Ce qui est... Mais non, mais je ne réponds pas à la question. Oui, Est-ce qu'une tu t'en rends compte. municipalité, par exemple, un service public de la culture au sein d'une commune, une petite collectivité, Oui, oui, que ce soit pourrait, aussi conseil départemental, même si depuis la loi NOTRe, il a plus la pourrait compétence. privilégier les productions Oui, voilà, les légumes d'ici. d'artistes locaux, de manière à ce qu'ils soient prioritairement, ou en tout cas que la population ne passe pas à côté. C'est ça. C'est évident. J'avoue que je n'avais pas réfléchi à quelle organisation pour que ça puisse se faire, puisque il y a un cinéma à Port-Vendre, c'est un cinéma comme celui-ci, je suppose, enfin, une salle. Mais je veux dire avec les sorties nationales. Au théâtre, pour le moment, il y avait plutôt des productions très très locales. L'idée, c'est qu'effectivement, il y a un équilibre entre les productions locales et les productions nationales. L'idée, c'est qu'on n'enferme pas non plus les artistes dans quelque chose de trop local. Je crois que les artistes, ils ont aussi besoin, les artistes qui créent ici, ils ont aussi besoin d'être confrontés à À Tchekhov. Tchekhov, ouais. Non, ça c'est des auteurs, mais à des metteurs en scène qui vivent et travaillent ailleurs. Ah oui, non, mais il peut y avoir besoin interaction. d'émulation. La concurrence, quoi. C'est pas la concurrence, c'est Oui, entre guillemets. c'est De l'émulation. de l'émulation, il y a de confrontation. Il y a Pas une d'émulsion. compagnie, il y a quelques compagnies professionnelles ici sur le territoire, essentiellement basées à Perpignan, je crois, ou à Légnat, enfin, qui ont besoin de voir des spectacles qui viennent d'ailleurs, de rencontrer des metteurs en scène ou des chorégraphes qui viennent d'ailleurs. Il y a besoin de ça. Donc, moi, je suis pas, il me semble, enfin, je suis pas favorable. On peut faire les deux. Au tout local. Je suis favorable à un équilibre et à la fameuse rencontre et partage dont vous parlez, aussi pour les artistes. Le Voilà. hamac, Après- c'est pour les aider financièrement en temps de crise. Oui, alors après. C'est des tickets, c'est des tickets d'essence, des tickets de pain, quoi, qu'on leur donne pour continuer à vivre. Voilà. Et par-delà ça, est-ce qu'il y aurait l'intérêt à créer un lieu, par exemple à Port-Vendre, dans une friche, pour qu'il y ait cette possibilité de rencontre? Port-Vendre, il y a. Je ne peux pas trop en parler parce que pour le moment, il y a des lieux possibles, mais il faut encore un peu de temps avant de savoir si on pourra les utiliser ou pas. Mais l'idéal, mon idéal à Port-Vendre, c'est de créer un lieu, dans un lieu un peu patrimonial. Tout à l'heure, on parlait des bars où s'échangeait la pensée. Pardon ? Des cafés.
des cafés, oui, pardon, des cafés. Oui, plus où caféine qu'alcool. où s'échanger la pensée. Moi, je rêve de créer à Port-Rendre un lieu qui serait effectivement un café, mais qui serait où on pourrait inviter des penseurs, quoi, régulièrement, à passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, des gens qui viendraient dans un environnement enfin, confortable, pas forcément confortable au sens... pas intellectuellement. Quoi. Voilà. Qu'ils aient pas mal au derrière, quoi, qu'ils soient bien assis voilà, quand même. Ça. Mais un environnement voilà, en rapport avec la nature, où voilà, vous pourriez venir passer 2 semaines à essayer de réfléchir, peut-être produire quelque chose d'écrit, je ne sais pas, quelque chose qui donnerait lieu à ce qui pourrait être diffusé ou pas. Je rêve de ça. Et je rêve aussi d'utiliser des friches portuaires, tant est qu'il y en ait un jour, pour faire un grand espace à donner à des gens en recherche dans le domaine de la création artistique, mais pas que, aussi la recherche scientifique en lien avec la mer et tout ça. Alors, est-ce que ces gens-là doivent être obligatoirement des gens qui vivent ici? Plutôt, oui, plutôt. Mais il peut aussi y avoir un apport d'extérieur. Oui, c'est évident. Non, moi je disais temporairement, je réinsiste, je ne suis pas un identitaire de la création locale, je dis qu'il faut quand même nourrir les siens pour ne pas qu'ils meurent, c'est tout. Voilà, dans les périodes de guerre. Parce que, je le rappelle, comme nous disait notre bien-aimé président, nous sommes en guerre. Patrick, tu voulais dire quelque chose, ou tu as déjà oublié, ou ça n'est plus... Étrangement, je n'ai pas oublié, donc je vais réussir. Je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Le ministère de la Culture est créé en 1959 et les premières maisons de la culture, ça date du début des années 60. Hein. Il y a Grenoble, il y a Bourges, il y a Amiens, et il y a un vrai élan, il y a un vrai projet, mais paradoxalement, alors que le théâtre en France, je parle du théâtre parce qu'à l'époque c'est le théâtre, principalement, et la musique bien sûr, paradoxalement, dans ces nouveaux établissements, les maisons de la culture, qui se transformeront plus tard en scènes nationales et centres dramatiques nationaux et théâtres nationaux, paradoxalement, dans la plupart du réseau public, il n'y a plus de sous pour les artistes. C'est quand même très étrange. On fait des maisons qu'on remplit de gens dans les bureaux, qu'on remplit de techniciens, dont les syndicats disent « Ah non, là, vous êtes obligé d'avoir 5 gars, sauf que si tu mets 5 gars dans cette salle-là et que tu as une autre salle qui marche en même temps, tu es obligé d'engager des intermittents, donc c'est des salaires artistiques en moins, etc. etc. » Donc on a réduit complètement la capacité de production, de création de ces lieux. Et ça a été de 60 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 60 ans que ça dure. Paradoxalement, on a créé un système qui est quoi? Un système de livraison à domicile, c'est-à-dire le système des tournées. On crée un spectacle un peu n'importe où, souvent dans la région parisienne, à Paris, ou sur une base, ou dans une grande scène nationale comme Mulhouse, ou au Théâtre national de Strasbourg, etc. Et puis après, ce spectacle de théâtre, de danse, etc., va tourner le plus possible jusqu'à épuisement, ou des spectateurs ou des comédiens. Et à fur et à mesure qu'il va tourner, d'ailleurs tout de suite, dès la première ville, dès la première scène où il va passer en deuxième, le spectacle va déjà prendre des coups. Pourquoi? Parce qu'on passe pas d'une salle à une autre comme ça. Ça n'existe pas. J'ai fait, par exemple, j'ai une idée là qui est bon. J'avais fait la dernière année que j'étais en poste à la MC 93, j'ai fait venir une cerisée absolument bouleversante qui a eu un immense succès et qui a été créée à Saint-Pétersbourg en Russie dans un théâtre qui s'appelle le Petit Théâtre et qui fait 450 places, qui est un quart de ce hall. Et tu n'amènes pas ce spectacle-là dans une salle comme la grande salle de la Filature, parce qu'il ne reste plus rien. Je veux dire, il est, bon, non seulement ça, mais
On sait bien que la répétition, ça n'arrange pas les choses. Les spectacles se diluent, ne s'arrangent pas. On le pousse pour qu'il rentre dans telle salle trop grande ou telle salle trop petite. Moi, je pose la question, et je pense que c'est la réponse au problème global, avec son industrie culturelle mondiale qu'on veut absolument nous faire bouffer, et une culture locale, on peut l'appeler locale, moi je dirais une culture dans un ensemble culturel dont Perpignan et d'autres villes, d'autres régions font partie. Où il y a la mer, où il y a la Catalogne, où il y a Toulouse, où il y a etc. etc. Je pense qu'on doit arrêter ce système de take-away, de livraison à domicile. Il faut créer des centres en France où, par exemple, à Perpignan, on ait son théâtre avec ses acteurs, avec ses compositeurs, dramaturges, scénographes, etc. Il y a toute une sorte de théâtre, exactement comme on fait en Allemagne. En Allemagne, c'est géré par les Länder, c'est pas géré par l'État. Et on parlait avec Monica il y a 2-3 jours, où elle parlait de cette compagnie qui s'était installée dans un petit village, où les enfants des comédiens vont à l'école du village, où les gens vivent avec la population du village, et pourquoi pas à l'échelle d'un département comme les Pyrénées-Orientales, d'avoir un centre de création, de production qui a son public, ses artistes. Ce n'empêche absolument pas d'en faire venir d'autres. Il y a des systèmes comme ça en Allemagne, qui s'appellent des Gastspiel. On a une programmation où on joue le répertoire, c'est-à-dire chaque jour on joue un spectacle différent. Ça fait rentrer dans les mémoires 5 pièces en même temps, mais bon, c'est comme ça. Et ça n'empêche pas d'inviter telle ou telle chose. Je pense qu'il faut aujourd'hui penser à cette redistribution des cartes et d'arrêter avec le service à domicile où on sera tous perdants, et les artistes et les publics. Alors juste, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais pour revenir peut-être à la dimension locale, ce qui est notable quand on prend une direction de la culture, je me suis occupé pendant 2 ans de la direction de la culture de Perpignan, c'est l'écart qu'il peut y avoir entre ce que nous avons la possibilité de faire et ce que nous avons la possibilité, et ce que nous rêvons de faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on découvre très très vite? On découvre très très vite qu'il y a un budget pour la culture, quelles que soient les petites villes plus ou moins grandes, ou même Perpignan, qui a un budget. Et quand on étudie scrupuleusement le budget, on s'aperçoit que 95% de ce budget, ce sont des frais fixes, une masse salariale, etc., etc. Ce qui fait, je donnerai un exemple, pour mettre en place les systèmes d'exposition qu'on a mis en place sur Perpignan, nous avions un budget, une ville comme Perpignan, de 50 000, 60 000 euros. Voilà ce que nous avions pour mettre en place les expositions. Et ça, c'est une réalité structurelle. C'est-à-dire, on passe d'un territoire que j'ai connu ailleurs, à Paris ou ailleurs, où on était, on va dire, à 700 000, 600 000 euros, et tout d'un coup, on se trouve avec 7 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros. Donc, et la question ne se pose pas, c'est-à-dire les édiles qu'on a en face de nous, il y a un budget qui a été consacré. L'analyse de ce budget fait que de toute façon, il est intouchable, parce que cette masse salariale de frais fixes, etc., c'est quelque chose qui est venu en héritage. Donc, la part de possibilité d'action, et je reviens sur ce que tu disais, à savoir ce qu'il serait bien, ce serait effectivement que des compagnies théâtrales soient sur le terrain. Mais pour qu'elles soient sur le terrain, encore faudrait-il qu'il y ait la possibilité financière de pouvoir assurer leur fonctionnement. Or, actuellement, les frais fixes bloquent tout, et les frais que nous pourrions avoir supplémentaires, qui seraient de la vie, actuellement, il n'y a pas de budget imparti à ça. Donc, il y a vraiment un blocage. Les raisons que tu signales, pourquoi on achète clé en main, par exemple, sur Perpignan, il y avait 2 théâtres. Je connais bien l'histoire, la façon dont on a voulu liquider le théâtre municipal. Le théâtre municipal, c'est ce qui permettait aux petites compagnies locales d'exister. Il existait de l'autre côté le théâtre de l'Archipel. Le théâtre de l'Archipel, c'est ni plus ni moins que le théâtre avec des spectacles clés en main. Scène nationale, rien de produit localement. Tout arrive de façon transitoire, etc. Et pour assurer
le fonctionnement financier d'un gouffre, comme par exemple le théâtre de l'Archipel pour Perpignan, eh bien, on va liquider le théâtre municipal qui permettait aux petites compagnies locales d'exister. Bon, il faudra peut-être qu'on trouve une solution parce que là, je suis pas d'accord. Enfin, si je peux me permettre, je suis pas trop. Je Attention, partage pas Dieu. complètement votre avis. Je connais pas précisément le théâtre de Perpignan. Mais ce que je sais, c'est que le théâtre de l'Archipel, c'est une scène nationale, et qu'une scène nationale, elle répond à un cahier des charges extrêmement précis, et il peut très bien y avoir dans le cahier des charges de la scène nationale de travailler avec la création et les artistes locaux. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui va pas, qui fonctionne pas. Mais j'ai pas envie qu'on dise ou on laisse entendre, en tout cas, que l'arrivée d'une scène nationale, de ce label-là, tue finalement les petites compagnies et la création locale. Ça, c'est un peu dommage. Purement quoi. financier. C'est un problème Donc, purement financier, c'est pas un problème politique. De toute façon. Normalement, dans le cahier des charges, si le cahier des charges est fait dans l'esprit dans le socle des missions des scènes nationales qui sont partagées par toutes les scènes nationales du territoire, il y a cet aspect-là de la création locale des compagnies émergentes, qu'elles soient locales ou pas d'ailleurs. Est-ce que c'est le cas à Perpignan? Pardon? C'est parce que toi, tu parles en général, Je sais pas, je oui, peux pas parler de mais Perpignan, est-ce je qu'à dis, voilà, Perpignan, c'est... Ça, j'en sais rien. La réponse c'est non. On ne voit pas de compagnie locale au théâtre de l'Archipel. T'as des noms? Ah ben voilà. Quand moi je te dis ça, c'est pas pour dire du mal de Borja Sidja que je trouverais extraordinaire. C'est que c'est pas le cas. Parce que j'ai pas vraiment à ce point-là suivi la programmation de Borja. Je sais Une pas. histoire financière, le théâtre de l'Archipel qui demande quand même, qui a une jauge quand même relativement importante, fait que je veux dire, la programmation est faite pour qu'il soit rempli ce théâtre. Et que financièrement, ça soit à peu près équilibré. Et peut-être qu'en faisant venir une compagnie locale, ça ne remplirait peut-être pas les salles. Et c'est peut-être aussi ça l'écart qu'il peut y avoir. Il y a plusieurs jauges. Il y a plusieurs jauges. Oui, non, puis je pense qu'il ne faut vraiment pas arrêter d'opposer le local et le pas local. Non, mais il faut faire une mixité. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire à Canet. On fait venir des compagnies extérieures, des compagnies parisiennes, pour une certaine clientèle, pour un certain public qui a envie d'avoir un certain divertissement. Et après, on essaie d'avoir des compagnies purement locales ou de proximité telles que Toulouse ou Montpellier, de façon à avoir d'autres spectacles qui puissent intéresser aussi à notre public. Voilà, il faut essayer de faire en sorte de ne pas être dans un certain carcan, mais et puis on est là aussi, je crois, pas uniquement pour se faire plaisir, mais pour satisfaire notre public, qu'on connaît relativement bien. Nous, on a une clientèle canetoise qu'on suit depuis de nombreuses années, et on a envie de satisfaire cette clientèle. On veut faire également venir une clientèle qui vient de l'extérieur, donc c'est la raison pour laquelle on est aussi à certains moments en force d'appeler d'autres spectacles. Et puis on est ravis aussi d'avoir le Clap Ciné à Canet. Mais on a fait, voilà, on a cette chance-là. Il faut que notre population soit satisfaite, c'est surtout ça, et que le public Je crois qu'il faut surtout qu'on aide la population à s'élever, à être intéressée par les auteurs majeurs, les metteurs en scène majeurs d'aujourd'hui. Il faut aussi respecter un certain public qui forcément n'a pas. Il faut l'amener, et ça s'appelle l'éducation artistique et culturelle. Et heureusement qu'il y a cet outil-là qui existe notamment dans les écoles, dans le secteur associatif, etc. Et heureusement qu'on peut encore aujourd'hui, je ne sais pas à quel point c'est développé ici, au niveau des PO, mais il me semble qu'il y a la Ligue de l'enseignement qui travaille quand même au niveau des PO pas mal, qui fait une programmation de spectacle de qualité, qui a tout un dispositif de classe à projet artistique culturel pour ramener, donc avec
à travers les écoles, à travers le Mais secteur c'est scolaire, d'amener... On a la chance à année, justement, de Non, mais d'avoir je ça. réagissais juste par rapport... Oui, oui. Est-ce qu'on doit... Parce que la question que vous posez... Doit-on c'est- flatter les goûts décadents du public ou est-ce qu'on est là pour remonter le niveau bordel de merde? Ok, on peut le remonter. Si, ils sont décadents, mais oui. Mais on peut le remonter, mais effectivement, il y a un public qui existe et qui n'a pas forcément une envie et de spectacle intellectuel. Qui veut pas se taper de la mouette, Et de voilà. Tchék ou de Mais l'ours. il faut respecter tout le monde, on est là pour vivre ensemble. Mais moi, je crois. Voilà, c'est un peu ma façon de voir. Alors, l'élitisme, vraiment, certes, voilà. Attends. Mais c'est pas l'élitisme. Non, mais pas l'élitisme. mais- Alors, on va laisser Jérôme En quelque parler et part, après, parce que c'est je parlerai d'une anecdote sur l'élitisme. C'est la culture en général. Donc, ça inclut le 7e art. Et dans tous les cinémas que je gère et surtout que je programme, il y a un mélange volontaire de typologie de films. C'est-à-dire qu'on y retrouve des films à la fois grand public et des films d'auteur qu'on appelle à race. Et quand dans un même lieu, vous proposez ce genre de film, quand avant un film grand public, vous mettez des films annonces, mettant en avant des films d'auteur, là vous avez une chance que des gens qui vont voir exclusivement des comédies françaises, par exemple, ou des blockbusters, viennent, parce que c'est dans un cinéma qu'ils fréquentent, voir un film à réessayer. Je pense que c'est en faisant côtoyer des publics différents dans un même lieu qu'on a une chance qu'ils puissent venir voir d'autres types d'œuvres que celles qui sont habitués de voir. Et puis, je crois qu'on est tous ici autour de cette table en faveur du mélange des populations, des typologies de public, etc. On est tous en faveur, je l'espère, en tout cas, de... Tant qu'ils n'ont pas de Covid, De oui. ce melting pot, voilà. Plutôt que de créer des zones bien balisées de publics, pour des publics soit élitistes, soit populaires, etc. Et d'ailleurs, nous, notre adage, c'est de faire ici, dans ce cinéma, un cinéma à la fois populaire et haut de gamme. Des spectacles populaires et de qualité, comme disait le bon Bertrand Schmitt. Alors, il nous reste peu... oui, il me le disait hier, encore au téléphone. Il nous reste à peu près 10 minutes, parce qu'il faut pas travailler trop le concept de lassitude du spectateur. La moralité, Ah oui, alors je devais vous raconter une anecdote. J'étais au 35 quai Vauban il y a des années dans ma prime jeunesse. Et on avait un coordinateur et j'ai la chance d'avoir pour ami le bon Ponce, qui est violoncelliste de son état et qui était à la Grande Écurie à la Chambre du Roi, qui est un orchestre baroque, il n'était pas palefrenier, et il me dit, tiens, si tu veux, je viens jouer gratuitement avec une claveciniste au 35. Alors je le propose au coordinateur, qui me répond, oui, un jeune viendra rapper dessus, et on parle pas de gastronomie puisqu'il ne préparait pas des rostis avec une pomme de terre, mais il venait slammer, si vous préférez changer dessus. Et je lui dis, donc pour toi, un jeune des quartiers de Perpignan n'a pas le droit à la musique baroque, on doit le cantonner au rap et au tag. Finalement, est-ce que le racisme social n'est pas là? Lui répondis-je. Bon, et là, une bagarre s'en est suivie. Ce fut la fin de Radio Zigomar. Et ce fut la fin de Radio Zigomar. Non, ce serait beau, mais non. C'est même pas un prétexte. donc voilà. Donc il y a deux mains levées. Donc tu t'étais lancé, Monica. Non, donc vas-y. Ça illustre complètement ce que je disais. C'est que pour moi, il n'y a pas un public pour qui le populaire c'est bien et l'autre le pointu c'est bien. Non, il y a un public et il faut proposer le meilleur pour ce public-là. Donc, si là, à ce moment-là, le meilleur, c'est le concert baroque, parce que c'est un compositeur, enfin, je ne sais pas de quel compositeur il s'agissait, et que tout le monde a Charpentier, en l'occurrence. Tout le monde a le droit d'entendre ça, voilà, sans que ça soit perverti. En revanche, ce qu'il faut travailler, c'est l'accompagnement du public, faire que le public vienne devant cette œuvre-là. Et donc ça, c'est tout le travail des acteurs culturels à tous les niveaux, que ce soit aussi, ce que vous racontiez, le cinéma, etc. Absolument, c'est majeur l'éducation artistique,
Et ça tient beaucoup à l'éducation nationale. Je m'excuse, mais il y a une désertion de l'éducation artistique. Moi, ne serait-ce que pour donner un chiffre, je vous en ai parlé déjà, j'avais une prof, et ça dépend énormément des profs, nommément, un par un. J'avais une prof à côté du théâtre, dans le 93, dans le Seine-Saint-Denis. Donc qui nous achetait 2000 billets pour ces gamins par an. Je veux dire, c'est extraordinaire. Et tous les gamins savaient ce qu'ils venaient voir, elle le racontait avant, c'était pas la politique, il y a 30 places dans le car, hop, on met 30 gamins dans le car qui s'ennuient. Non, intelligemment présenté. Voilà. Maintenant, parler de divertissement, de choses, bon, mais ça, c'est des activités commerciales. Les collectivités publiques n'ont pas à payer des choses qui sont faites pour gagner de l'argent, et je suis tout à fait d'accord qu'on gagne de l'argent avec. Enfin, si on fait venir un spectacle comment ça s'appelait, Boeing, ou Mon cul sur la commode, etc., oui, etc. Ça ne regarde que les gens qui payent leurs billets, et puis on encaisse la recette, et si on arrive à bien, bon, et ça se passe comme ça s'est passé comme ça depuis 70 ans, et ça marche très bien. Il y a des organisateurs de tournées pour ça, Carcenti, Herbert, etc., qui faisaient ça. Maintenant, je voudrais dire autre chose dans l'autre sens. Je vais m'en prendre plein la gueule, mais... Vas-y, lance-toi, je vais vous dire un truc, les gars. Les intermittents du spectacle sont intermittents parce qu'il n'y a personne pour payer les artistes dans les maisons. Il n'y a pas de sous pour payer les artistes dans les réseaux, sur les scènes du réseau national. C'est pour ça qu'il y a des intermittents. Alors parlons des intermittents. Lorsque Jacques Lang arrive au ministère de la Culture, 1981, il y a ce qu'on appelle 80 compagnies hors commission, c'est-à-dire un peu... et 200 compagnies en tout qui sont subventionnées en France. Une compagnie, ça ne veut rien dire, ça veut dire un metteur en scène avec un gros malin qui sait où attraper les subventions. Bon. Vous savez combien d'intermittents du spectacle aujourd'hui? 200 000, tu veux 270 000. Alors, c'est une fuite en avant. Mais ça coûte des sous. Alors, 270 000 ne touchent pas des... Oui, il y a des caméramans à France 2 qui... Oui, mais il y a le garçon qui fait visiter le château de Nérac, par exemple, qui est intermittent du spectacle. Il travaille, c'est 512 heures, je ne sais pas combien c'est, etc., etc. 43. Alors, c'est un peu comme l'histoire, on a doublé le budget du ministère de la Culture, absolument pour que les gens se taisent. C'est vrai. Absolument, il n'y a pas de... Voilà, parce qu'il y avait la pression, et puis une autre fois, ça sera les chauffeurs de taxi, et puis une troisième fois, ça sera je ne sais qui. Mais c'est comme ça, c'est sous la pression. Moi, je ne jette pas la pierre, parce que c'est une folie, les temps qu'on vit, mais enfin, c'est comme ça. Et quand je dis, il vaut mieux faire dans 30 villes de France, y compris Perpignan, un lieu de création, de production avec sa troupe, son public, qui est fixe, qui rayonne sur la région, qui rayonne sur le pays, qui rayonne sur l'Europe lorsqu'il fait des choses bien, c'est très important. On oublie toujours un truc au théâtre. C'est aussi difficile d'être un bon acteur qu'un bon violoniste. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et quand on est un mauvais acteur, le public n'en a rien à faire et déserte les salles. C'est basique. Voilà, je suis désolé. Bah oui. Voilà. Non, mais nous, on ne te cassera pas la gueule. J'ai écouté ce que tu dis, finalement, non. On va se lancer vers une conclusion. Donc, dans la foulée... Ben oui, parce que il est quasiment 1 heure passée, là. Voilà. Est-ce qu'on peut résister au cas où on marche? On n'a pas grand-chose à dire de plus. Je veux dire, il y a des tas de sujets qui ont été formulés, exprimés, etc. On ne va pas régler la question de la culture aujourd'hui. La seule chose, on peut l'élargir à ce qui vient d'être dit sur les acteurs et compagnie. On peut l'élargir à l'art contemporain, on peut l'élargir à l'art, on peut l'élargir aux arts plastiques, au cinéma, on peut l'élargir à tout. C'est-à-dire cette question, elle est la même partout. Donc... essayons de voir si nous pouvons ensemble faire quelque chose modestement sur notre propre territoire, ce sera déjà pas mal. Simplement, je tiens à vous dire, c'est pas gagné. Bon. Mais on verra. Perdons pas espoir. Allez. Il ne faut pas décourager les pauvres gens qui se lancent
en politique pour essayer de faire quelque chose au niveau local. C'est ce que n'est pas Billancourt. Oui. Et qui ont beaucoup d'espoir et d'ambition pour les petites communes du département. Camarade Monica, on est avec toi. Toi, tu as déjà conclu Non, tu je veux n'ai pas conclu. Non, bon, d'accord. Oui. Tu devrais poser la question à Catherine. Catherine, Bah, écoutez, en gros plan, elle est à côté de moi. J'ai cette chance. Vous ne voyez pas, elle a des bottes magnifiques. ravi d'avoir eu cette conversation, ces échanges. C'est aussi ça, c'est ce qu'on revient toujours à la même chose. C'est ça la culture, hein, pouvoir échanger des idées, pouvoir évoluer, pouvoir écouter chacun, hein, et puis aller dans le sens de satisfaire et notre public et et ces artistes, hein, qui se battent pour entre guillemets rester vivants et faire du théâtre vivant. Donc, Patrick, puisque il veut aussi conclure de sa conclusion. Une mise en abîme de conclusion. Vas-y, Patrick. Une chose qui est importante, si vous voulez créer un enseignement artistique, et je pense que c'est dans les lycées que ça doit se passer avec les profs de l'éducation nationale. On le dira au lycée Christian Bourquin, notamment. C'est incontournable. Il faut que ce qu'on voit sur la scène ou ce qu'on écoute dans la salle de concert, ce soit un choc. C'est-à-dire que ce soit tellement bien qu'on se dit « c'est vachement bien le théâtre, c'est vachement bien la danse, quelle musique extraordinaire ». S'il n'y a pas ça, mais si, comme au caddie dans le supermarché, « ouais, c'était sympa, hein, t'as pas trouvé que c'était sympa ?» Oui, bon, non, on va pas créer la génération de public d'après. Un choc, ça demande des interprètes géniaux, ça demande des grands textes, et voilà, et basta. Merci, Patrick. La conclusion du camarade Quaretti, et on annonce que dans 1 heure, on va reprendre pour faire une spéciale cinéma. Ça suffit comme si. Ça fera une bonne transition. Patrick parlait à l'instant de l'importance de l'éducation. Et je voudrais remettre toujours en avant le titre de cette émission. Est-ce qu'on peut résister parce qu'on subit le chaos en marche? Et actuellement, on s'apprête à rouvrir, et c'est très bien pour les jeunes, pour les adolescents, les salles de sport, les cours de sport, en disant qu'ils ne devront pas avoir de contact. Et on interdit toujours à ces élèves, à ces étudiants, de pouvoir venir dans les salles de cinéma dans le cadre des cycles d'éducation à l'image qui sont labellisés par le ministère de l'Éducation et qui sont écoles, collèges et lycéens au cinéma, et qui font l'objet d'un travail en amont au moment de la projection dans les salles de cinéma et en aval avec les enseignants. Voilà. Donc il y a un choix aussi qui est fait de privilégier le sport, et moi je pense qu'il ne faudrait pas privilégier le sport, il faut que le sport soit mis au même niveau que la culture ou inversement. Et c'est ça que je voudrais dire en coup de gueule. On change de muscle. Voilà, entre les deux émissions. Messieurs, dames, merci d'être venus, et on se retrouve dans 1 heure en direct.